Bienvenue dans Comics Trip. L'émission par et pour ceux qui tripent sur les comics. Je suis Cry for Dawn, et je suis plutôt d'ici. Je suis Orpheus et je suis plutôt Marvel. Dans cette émission, nous vous parlerons de comics de super-héros, Le film des super-héros. de séries de super-héros, bref, de super-héros. Dans la rubrique Movie Trip, nous vous parlerons des films adaptés de comics. Dans Why So Series, nous vous parlerons des séries inspirées des comics. Dans On the Run, nous vous parlerons des runs en cours de comic book américains. Event Horizon mettra le focus sur de gros événements du monde des comics. Dans Tales from the Vault, nous nous pencherons sur les classiques qui ont influencé durablement l'histoire des comics. Dans Minority Report, nous nous concentrerons sur la place des minorités dans l'univers des comics. Dans cette première édition, Movie Trip sera consacré à l'actualité sur le futur reboot du film Spider-Man et à la sortie de l'excellent Birdman. Dans ce Why So Series, nous verrons la sortie de la future série Daredevil et le run en cours de Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. Ce On the Run sera consacré à Star-Lord et à Multiverse City. On attaque du lourd aujourd'hui dans Event Horizon avec un énorme événement de Marvel, Secret Wars 2015. Et en toute logique, le Tales from the Vault va être consacré aux origines Secret Wars 1984. Pour finir, dans Minority Report, nous aborderons un sujet qui enflamme la toile. Doit-on ou non changer l'ethnicité d'un personnage adapté au cinéma ? You know what it is I love about being Spider-Man? Everything. Birdman n'est pas un film de super-héros. On y suit principalement un acteur fictif qui se lance dans la création de son propre show à Broadway et qui, ce faisant, essaye de se détacher de sa carrière précédente où il incarnait justement à l'écran un super-héros nommé Birdman. Birdman ressemble un petit peu à un mélange entre Hawkman et Nighthawk, voire le hibou des Watchmen, et bien sûr à un côté justicier à la Batman. Regan Thompson, incarné par Michael Keaton comme par hasard, pense que la création de ce nouveau show à Broadway va l'élever dans les arts et va enfin l'imposer comme une figure culturelle digne de ce nom. Et pourtant, ce qui est très intéressant, c'est que pour tous ses fans, il reste avant tout Birdman, puisqu'il a déjà fait 3 films et a refusé d'en faire un 4e. Je parle de 3 films fictifs bien entendu, qui sont eux-mêmes dans le film Birdman. Cette mise en abîme est permanente et à tous les niveaux, et c'est probablement une des raisons qui ont motivé le choix de l'ancien acteur de Batman pour incarner ce super-héros has-been. Ce n'est pas pour rien que Birdman a eu 9 nominations aux Oscars et a réussi à en rafler 4. Déjà, le casting est éblouissant. Outre Michael Keaton lui-même, on comptera Emma Stone, Naomi Watts et un Edward Norton au sommet de son art. La mise en scène est déroutante, surprenante. Les réalités s'y mélangent. On ne sait pas trop si on est en train de voir une pièce de théâtre, un film, de lire un comic book. Même le batteur qui joue la bande son fait parfois irruption dans certaines scènes du film. On ne sait vraiment plus où on est, les pistes sont brouillées en permanence et c'est bien évidemment fait exprès et surtout avec maestria. Mais c'est dans la tête de Regan Thompson que la confusion est encore plus grande. Il entend la voix de Birdman dans sa tête et parfois il semble avoir des super pouvoirs. Ce qui est bizarre, c'est qu'il ne les a que quand il est tout seul. On nage donc dans une complète schizophrénie qui n'est pas sans évoquer d'anciens films psychologiques comme, ah bah tiens, Birdie.
On a là une métaphore très intéressante de ce qui se passe dans notre réalité, où de nombreux films de super-héros sont sortis à la chaîne, certains ayant une grande qualité, d'autres moins. On n'est peut-être pas dans du grand art, c'est typiquement du Hollywood, du film d'action, et pourtant ces films nous touchent, parce que c'est de l'aventure, parce que c'est de l'évasion, ils nous vendent du rêve. Et même si le metteur en scène lui-même a parfois tenu des propos qui dévalorisent un peu le genre de super-héros, on peut quand même voir dans ce film cette interrogation, qu'est-ce qui est le plus important, la vie des critiques ou les rêves du public et ceux de l'acteur qui incarne ce super-héros. Bref, ce n'est pas un film de super-héros, mais c'est tout d'abord un film brillant qu'il faut voir, tout court, quels que soient les films que vous aimiez, et a fortiori, si vous vous intéressez au genre des comics. La nouvelle de l'année pour les fans d'adaptation de super-héros au cinéma, c'est l'accord qui vient d'être signé entre Sony et les studios Marvel qui va permettre à Spider-Man de rencontrer les Avengers. En effet, la plupart des gens n'en ont pas conscience, mais les super-héros Marvel adaptés au cinéma ne le sont pas par les mêmes studios. Les X-Men sont adaptés par la Fox, Spider-Man est adapté par Sony, et les Vengeurs sont adaptés par, effectivement, Marvel Studios. Le résultat, c'est que ces personnages ne peuvent pas se rencontrer. Plusieurs conséquences et questions suivent à cet accord. La première qui a enflammé les réseaux sociaux est de savoir quel sera le prochain Spider-Man. S'agira-t-il de Peter Parker, le classique, ou Miles Morales, sa version Ultimate dans les comics? Nous ne le saurons que dans quelques années. Par contre, ce que nous savons déjà, c'est qu'Andrew Garfield n'est pas conservé, et ce ne sera pas le prochain Spider-Man. Spider-Man 3 est donc prévu pour juillet 2017, ce qui va provoquer un retard de 6 mois pour plusieurs films Marvel. Les films retardés seront donc Thor, Black Panther, Captain Marvel et Inhumans. Les amoureux des comics sont très joyeux, car ils se disent « Ah mais super, du coup on va sans doute avoir Spider-Man pour Civil War !» En fait on ne le sait pas, c'est juste on l'espère. Voyons ce que Orpheus en pense. Pauvre Peter Parker, son histoire on la connaît par cœur. Gwendoline, Mary Jane, qui donc sera la prochaine? Prends garde, le nouveau reboot est là. C'est Marvel qui a repris les droits de l'araignée à Sony. Oui mais Sony peut faire un film sur les Avengers. Prends garde, le marketing fait loi. Oui mais les mutants, y en aura pas dedans, parce que c'est la Fox qui a les droits sur les potes à Madros. Comme Peter Parker, la sorcière rouge et Quicksilver, Miracle, les frères et sœurs sont dans tous les blockbusters. Prends garde au grand n'importe quoi, le marketing fait loi, nouveau reboot est là. At least not like the rest of us. I wonder if that's your gift as well. Le 10 avril 2015 arriveront sur nos écrans les 13 premiers épisodes de la série Daredevil par Netflix. Daredevil ? Je vois pas du tout ce que c'est. Daredevil est un personnage Marvel qui a été créé en 1965 par Stan Lee et Bill Evans. Daredevil est un personnage à défaut comme les affectionne Marvel. En particulier, celui-ci a un handicap, il est aveugle. Compensant cet handicap, il dispose de super pouvoirs, ses sens sont plus aiguisés, et en particulier, il a un radar qui lui permet de percevoir son environnement. Ce personnage occupe une place particulière dans le panthéon des personnages Marvel, car effectivement il a eu la chance d'avoir plusieurs excellents runs, en particulier Frank Miller dans les années 80, Anne Nocenti juste à sa suite, et encore assez récemment, Brian Bendis. Daredevil va donc être une série originale Netflix. Netflix, tout le monde connaît maintenant, c'est le géant de la diffusion sur internet de films et de séries. Et depuis House of Cards, ils produisent aussi leur propre série. House of Cards, dès le début, annonçait la couleur. Ils avaient décidé de frapper un très grand coup en empruntant à Hollywood des gens comme David Fincher pour la production et la réalisation, et bien sûr des acteurs du niveau de Kevin Spacey ou de Robin Wright.
On a donc une série qui est au niveau des plus grandes productions d'Hollywood. Tout y est impeccable. Et même si on peut reprocher quelques petits défauts au scénario des 2 premières saisons, croyez-moi, la 3e qui est en cours actuellement est juste de la bombe. Pour Daredevil, Netflix va rester fidèle à cette tradition et emprunte à Hollywood Vince D'Onofrio, un acteur qui a été rendu célèbre par son rôle dans Full Metal Jacket de Stanley Kubrick, où il incarnait Grosse Baleine. Dans Daredevil, il aura aussi un rôle de poids, Wilson Fisk, le caïd, The Kingpin dans la version originale. Le caïd dirige et organise le crime sur New York. Il a affronté Spider-Man, il affronte Daredevil et c'est un personnage extrêmement charismatique qui n'a pas vraiment de pouvoir à part une force spectaculaire mais qui n'est due qu'à un entraînement colossal. C'est une masse, non pas de graisse comme on peut le penser en voyant, mais de muscles. Et surtout, même si on pense avant tout à sa corpulence, c'est un cerveau et un être extrêmement charismatique et dangereux. On aura donc d'excellents acteurs, d'après les premières images, la photo semble splendide, bref, je pense qu'on peut s'attendre à quelque chose de qualité. Qu'en penses-tu, Craig ? Les premières images du trailer de Daredevil ont déclenché l'enthousiasme chez les fans. Effectivement, on y retrouve beaucoup de choses de la série, à savoir cette ambiance de polar, quelque chose de vraiment glauque, sordide, sanglant, et tout un tas d'images aussi relatives au christianisme qui évoquent bien en fait le caractère du personnage, qui est d'origine irlandaise et donc catholique. Un seul petit bémol, on peut voir que le costume porté par le héros est tout noir, alors qu'on a l'habitude de le voir avec un costume classique tout rouge. Heureusement, nous avons été rassurés, ce costume est bien issu du comics et des premières années, en particulier la série The Man We Would Fear par Frank Miller. Et la costumière s'est exprimée en disant qu'en fait, à la fin de la série, le héros obtiendra un costume définitif. Il s'agit donc que d'un costume des premiers temps, des premières heures du personnage. Ces premières images nous donnent vraiment donc confiance dans la qualité du produit que nous pourrons voir. En ce qui me concerne, je suis enthousiaste. Et maintenant, nous allons évoquer l'actualité sur la série Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Non, Craig Fordon, vous n'avez pas l'accréditation pour ça. Mais qui êtes-vous ? Orpheus, Agent of S.H.I.E.L.D., suivez-moi. Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. est actuellement au milieu de sa 2e saison. Lorsque j'ai commencé à regarder cette série, j'ai été plutôt déçu. La première partie était immature, les personnages étaient bidimensionnels, c'était très difficile d'y croire si on avait plus de 14-15 ans. Mais au fur et à mesure, ça s'est amélioré, déjà aux alentours de la moitié de la première saison. Et plus encore lors du crossover avec le film Captain America Winter Soldier. On était à ce moment-là déjà dans de la bonne série d'espionnage, d'action avec des revirements de situation, des trahisons. Vive Hydra! Ça a vraiment revitalisé la série. Mais c'est sur sa 2e saison qu'Agents of S.H.I.E.L.D. atteint vraiment la maturité. Sans trop vous spoiler, je vous dirais que la situation au début de cette 2e saison est complètement différente et qu'on commence à aborder des thèmes qui devraient mener peu à peu vers le film des Inhumains. Pourtant, l'audience est en baisse et la question du renouvellement de la série commence à se poser sérieusement. On pense déjà que l'excellente mini-série Agent Carter risque de ne pas être renouvelée. Ce serait dommage qu'il en soit de même pour Agents of S.H.I.E.L.D. Alors que s'est-il passé ? Est-ce que justement la série était trop axée vers les adolescents et qu'en gagnant en maturité, elle a perdu ce public ? Je l'ignore. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça vaut le coup de s'accrocher et de regarder cette série jusqu'au bout, même si les premiers épisodes sont laborieux. Vous pourrez aussi y découvrir des versions cinématiques de nombreux vilains des comics et de quelques super-héros. On retrouve d'ailleurs entre autres Dame Sif de la franchise Thor. Je voudrais vous en dire plus, mais vous n'avez pas le niveau d'accréditation suffisant.
Star-Lord, alias Peter Quill, est le leader de la team Les Gardiens de la Galaxie. Vous le connaissez tous maintenant avec le film, mais il a été surtout renouvelé grâce à la version 2008 des comics par Dan Abnett et Andy Lanning, qui déjà dans les crossovers précédents avaient formé cette team et avaient redonné un nouveau souffle à ce personnage. On est en effet très loin de la version initiale de Star-Lord que nous avons découvert en France par cette série de comics. Star-Lord a maintenant sa série individuelle qui s'appelle Legendary Star-Lord. Alors est-il vraiment légendaire ? Non. Faut-il lire cette série ? Absolument, si vous êtes un teenager. Sinon, je ne vous la recommande pas. Les motivations des personnages y sont très adolescentes. La romance avec Kitty Pryde est juste à l'eau de rose, c'est insupportable. Il va y avoir un crossover qui a déjà un petit peu commencé avec le thème du Black Vortex. Pour l'instant, ça s'annonce plutôt mal. Bref, ce que je vous recommande est très simple. Lisez Les Gardiens de la Galaxie, zappez Star-Lord. Le nouveau délire de Grant Morrison chez DC, c'est Multiversity, une série tout à fait particulière qui est attendue depuis plusieurs années car elle décrit en fait le multiverse de DC. Qu'est-ce que le multiverse ? Ce sont en fait les 52 univers parallèles de l'univers DC. Ainsi, nous avons un épisode qui se passe dans un univers style années 40, un autre épisode qui est une parodie de Watchmen, ce qui s'avère être un peu osé. Le dernier épisode paru nous présente une réalité alternative que Superman a été élevé par les nazis. Si vous ne deviez en lire qu'un seul, ne manquez pas le Multiversity Guidebook qui décrit les 52 univers parallèles de DC. Effectivement, à l'intérieur, un personnage tombe sur une bande dessinée qui les décrit toutes. Et voilà, vous avez une demi-page qui vous décrit chacune des 52 terres parallèles. Une terre où tous les super-héros sont des vampires, une terre où tous les super-héros sont des méchants, une terre où l'on est tout dans une ambiance de western, il y a vraiment pour tous les goûts. Et même ça donnerait envie de pouvoir voir des séries sur chacun de ces univers, mais je ne suis pas certain que nous pourrons les voir tous. Il est vrai qu'il est un peu difficile de suivre la continuité de Multiversity, étant donné qu'il n'y a pas vraiment de fil rouge entre chaque épisode, et que chaque épisode se passe dans un univers indépendant. Néanmoins, je vous conseille de faire l'acquisition d'au moins l'un d'entre eux pour vous rendre compte du niveau de qualité, et si vous ne deviez en prendre qu'un, peut-être pas le Guidebook parce que vous n'êtes pas forcément un fan de DC, mais au moins la parodie de Watchmen qui est Pax Americana, car au niveau du dessin, c'est fantastique. Frank Quitely, et il y a vraiment des idées de mise en scène incroyables, comme des scènes qui sont à remonte-cours dans le temps, des scènes où en fait on a un anneau de Mobius où ça peut se lire à n'importe quel endroit. Lisez-le, je pense que c'est vraiment une des meilleures choses que Grant Morrison a fait. En mai 2015 débutera Secret Wars, l'event le plus ambitieux de l'histoire de Marvel. Celui-ci commence au moment où s'achève le run de Jonathan Hickman sur la série Avengers qui aura duré près de 3 ans. Dans ce run, on apprend que le multivers est en train de se détruire. Chaque terre de ce multivers va rentrer en collision avec une autre jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Et il n'y a qu'une seule façon de l'empêcher. Effectivement, c'est là que se pose un cas de conscience à nouveau, un véritable dilemme. Car si une des planètes n'est pas détruite, ce sont les deux qui vont disparaître. Donc, pour sauvegarder une planète, il va falloir commettre le génocide d'une autre. Évidemment, déjà, ça ne rentre pas tellement dans les critères moraux habituels de nos super-héros. Et en plus, chacune de ces planètes est bien sûr défendue par sa team, voire ses teams de super-héros. Il y a d'ailleurs un épisode assez amusant puisqu'on y voit une caricature de la Justice League of America de DC Comics qui va affronter les Avengers. Là, on est dans les gros fantasmes des fans. Mais il peut y avoir aussi des cas où on va affronter des doubles alternatifs de nos propres héros. Imaginez, c'est comme si vous-même vous vous retrouviez soudain face à votre double. En effet, Orpheus. Et du coup, incapables de faire face à un tel cas de conscience, les héros vont confier la tâche de protéger la planète à des super vilains. C'est ainsi qu'ils vont faire appel à des gens au casier assez chargé tels que Thanos, Doctor Doom ou encore Terrax. Tout ceci pour aboutir
à la destruction progressive de la plupart des univers, mais il va en rester un certain nombre, dont les héros et les méchants vont s'affronter pour faire survivre leur univers et leur propre identité. Alors nous allons pouvoir avoir sur un même monde une quarantaine de réalités totalement différentes, issues d'events précédents de Marvel. Nous aurons Inferno, nous aurons Days of Future Past, nous aurons des events Spider-Man, et même le dessin animé X-Men de 1992. À voir sous quelle forme ils nous les représenteront. Alors c'est intéressant parce que là tu as parlé à la fois d'événements qui sont vraiment dans des mondes parallèles, et Days of Future Past par exemple, c'est dans le futur mais de la lignée classique de Marvel. On aura aussi des moments précis pris comme par photographie dans l'histoire de Marvel, comme Civil War, comme Planète Hulk. C'est un mélange très surprenant, on peut se demander ce qui va en ressortir. En fait, quelque chose qui même augmente encore un peu notre curiosité, c'est que dans les séries qui ont été annoncées au mois de juin par Marvel, certaines sont annoncées comme des séries limitées, donc sur la suite du crossover, donc ce qui est assez logique, et d'autres comme des séries illimitées. C'est-à-dire que dans un sens, on peut se poser la question, à la fin de l'event Secret Wars, quelles sont les réalités qui vont continuer et celles qui auront disparu. Ce qui est aussi intéressant là-dessus, c'est que Marvel a annoncé que si l'on va reconnaître certains des personnages que nous connaissons déjà et qui vont rester dans leur monde principal, d'autres vont être empruntés à Ultimates, à House of M, à d'autres histoires, ou peut-être même créés de toutes pièces. L'univers Marvel après Secret Wars 2015 ne sera plus du tout le même. Alors la question qui fait débat en ce moment, c'est de savoir est-ce qu'on va être dans un soft reboot, dans le reboot hard, tel que DC l'a déjà pratiqué pratiquement à chaque génération depuis les années 40, c'est-à-dire tous les 20-25 ans, DC a relancé cette continuité à zéro. Donc est-ce qu'à la fin du crossover Secret Wars, on va se retrouver avec toute une série de numéro 1, avec des super-héros qui recommenceront au début avec des origines réécrites? Il faut dire que la dernière fois que DC a fait ça, c'était pour le fameux New 52, qui a très bien démarré. New 52 a été un succès commercial, indéniable, les ventes de comics ont été multipliées par 3, mais maintenant qu'on est 3 ans après cet event, on se rend compte que sur les 52 séries qui ont été lancées, il n'y en a que 20 qui ont survécu, et parmi ces 20, malgré tout, la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Oui, puis il y a eu des choix surprenants. Par exemple, on connaît maintenant, surtout grâce à la série pour le grand public et au film qu'il y avait eu avant, Hellblazer, John Constantine. John Constantine est issu d'un comic qui s'appelait Hellblazer. Il a eu là droit à sa série, quand même, c'est pas rien. Il a eu droit là à sa série John Constantine, et maintenant il a nouveau rebooté sous un nouveau titre qui est... Ridicule. On avait Hellblazer, ils ont fait John Constantine, et maintenant ils font Hellblazer, John Constantine. C'est pas mal. Donc c'est quand même un petit peu un constat d'échec de la part de DC Comics quelques années plus tard. On peut espérer donc que Marvel aille, comme tu dis, plutôt sur un soft reboot et que le résultat soit globalement plus satisfaisant. La partie où moi je suis à peu près optimiste, c'est que en fait Jonathan Hickman a planifié son event depuis longtemps. Donc je pense que la série Secret Wars, elle tiendra à peu près la route. J'ai moins confiance en les séries parallèles qui ont été confiées souvent à des seconds. Et puis à l'arrivée, de toute façon en ce moment, pratiquement à chaque fois qu'on a un nouvel auteur sur une série, c'est déjà un reboot en soi. Donc j'ai pas tellement peur, la seule chose que j'espère, c'est qu'ils vont pas trop retoucher les origines de personnages iconiques tels que Peter Parker. Ça serait pas la première fois en plus qu'ils massacreraient Spider-Man. Donc, croisons les doigts et attendons mai pour Secret Wars 2015. Pour bien comprendre l'événement Secret Wars 2015, plongeons-nous dans la mini-série de 1984.
2 ans avant Secret Wars, la mini-série Contest of Champions voit s'affronter des super-héros. Les fans se sont toujours demandé qui étaient les super-héros les plus forts. Qui gagnerait entre Spider-Man ou Captain America? Est-ce que la chose pourrait être aussi fort que Hulk? Pour répondre à ces questions, Marvel a donc tenté de faire se rencontrer et s'affronter ces héros dans Contest of Champions. Sous un prétexte un peu plus fallacieux, je ne rentrerai pas dans les détails. Cette histoire a très mal vieilli, mais a quelque part mené à Secret Wars. 2 ans plus tard, Secret Wars va donc faire s'affronter des héros et des méchants qui se retrouvent sur une planète complètement faite de briques et de brocs avec des bouts d'un petit peu toutes les planètes, y compris la planète Terre. Parmi les gentils, on aura les 3 fantastiques, parce que Sue Richards va rester à la maison, il faut dire qu'à ce moment-là de l'histoire, elle est enceinte. On aura les Vengeurs, avec le grand retour de Hulk parmi eux, en tout cas pour cette histoire. Les X-Men, qui vont inclure leurs membres habituels de cette époque, y compris le petit dragounet Lockheed, et de façon plus surprenante Magneto, mais nous vous en reparlerons. Et puis évidemment, on aura Spider-Man qui va vivre de grands événements pendant Secret Wars. Chez les méchants par contre, on va compter le Wrecking Crew, on aura des adversaires classiques de l'araignée comme le Lizard ou Dr Octopus, et des grands méchants comme Doctor Doom ou le plus grand, le plus fort, le plus puissant de tous, Galactus, qui se retrouvera également sur cette planète. Mais comment est-ce que tous ces gens vont se retrouver là? Eh bien, quelqu'un les a kidnappés, quelqu'un les a téléportés, et cette personne s'appelle le Beyonder, the one from beyond, celui qui vient de l'au-delà. Nous reviendrons en détail sur le Beyonder, mais en gros, il a des pouvoirs qui paraissent absolument infinis. C'est ainsi que pour faire s'affronter les héros et les méchants sur son Battle World, il va leur proposer d'exaucer un vœu, n'importe lequel. On peut donc imaginer que les héros pourraient choisir d'éradiquer la faim dans le monde, tandis que les méchants, eux, souhaiteraient simplement le dominer. Et bien entendu, l'autre cerise sur le gâteau, l'autre carotte, ça sera tout simplement de retourner sur leur planète s'ils le désirent. Secret Wars, en français, ça donnait Guerre secrète dans le magazine Speedy. Nous l'avons découvert 1 an après parce que, à l'époque, on avait un peu de retard pour la traduction. Moi, c'est une série très proche de mon cœur parce que c'est celle qui m'a lancé dans les super-héros. En particulier, le premier épisode que j'avais lu était une confrontation de Dr Doom contre Beyonder, en fait un peu Dieu. Et je me disais, mais quel homme, à lui tout seul, il affronte Dieu. Donc la série était quand même un peu perchée. Cette série a beaucoup marqué, parce qu'à l'intérieur, il y a eu des revirements pour un certain nombre de personnages. En particulier, Magneto, qui jusqu'ici avait toujours été un super vilain, et ben en fin de compte, va finir par s'allier aux X-Men, va incorporer l'équipe des X-Men et se ranger du côté des héros. La modification la plus durable du crossover Secret Wars fut l'apparition d'un nouveau costume pour Spider-Man. Je sais pas pour vous, mais moi, un costume noir ou une araignée, ça me paraît un peu plus logique qu'un costume rouge et bleu, parce que des araignées rouges et bleues, moi j'en ai jamais vu. Alors le costume noir, je trouvais ça très très sympa. Tellement sympa que quand en fin de compte Spider-Man revint à son costume classique rouge et bleu, et bien ce costume fut transmis à un nouveau personnage, Venom. Autre apport principal de la série, les motivations de Dr Doom qui sont représentées pour une fois bien plus profondément. C'est-à-dire que jusqu'ici, Dr Doom, c'était un peu un vilain classique qui était méchant parce qu'il était méchant. Mais là d'un seul coup, quand en fait compte il obtient le pouvoir suprême, eh ben Captain America est très étonné de voir qu'en fin de compte il décide pas d'imposer son pouvoir sur les hommes. Pourquoi? Parce qu'il explique clairement, ah mais moi, le problème des hommes c'est un peu comme ceux des fourmis, ça ne m'intéresse pas beaucoup. La raison pour laquelle je désire posséder le pouvoir suprême, c'est parce que je veux en fait libérer l'âme de ma mère, qui est prisonnière de Mephisto. Oh, si ça c'est pas une motivation noble pour un super-héros. Et une fois que les 12 épisodes de Guerre secrète furent terminés, on eut le droit à Guerre secrète 2. La différence, là, dans Guerre secrète, c'est Beyonder qui amène les super-héros sur sa planète, et là c'est le Beyonder qui vient sur la planète des super-héros. Et il va mettre un bond assez terrible, puisqu'en fait, un peu au hasard, il va apparaître dans les séries de tous les super-héros. Et des fois, ce n'était pas un invité qui était vraiment attendu. Alors, Secret Wars 2 laisse des avis partagés, ce qui est certain c'est que le graphisme n'est pas à la hauteur, et que on peut s'en passer, alors que je pense que même de nos jours, Secret Wars 1984 mérite largement d'être lu. Mais alors, quel est le lien entre le Secret Wars de 1984 et celui de 2015 ? Eh bien, sans vouloir vous spoiler, il paraîtrait qu'il y aurait du Beyonder, voire des Beyonder, quelque part dans tout ça.
Donc il y a un débat qui fait un petit peu fureur actuellement sur la toile, c'est sur le changement de l'ethnicité des personnages dans les adaptations de films tirés des comics. Oui, parce qu'en fait on a eu 2 news assez récemment qui ont un peu provoqué les gens. Le premier, ça a été l'annonce et puis l'arrivée de la première bande-annonce pour le film Fantastic Four où Johnny Storm devient noir. Et puis le deuxième qui a encore relancé le débat, c'est en fait Spider-Man sera peut-être pas Peter Parker dans la prochaine adaptation au cinéma, mais Miles Morales qui pour le coup est noir. Et alors donc là effectivement on a tout un débat sur faut-il changer l'ethnicité des personnages. Voilà. Alors, ça n'est pas la première fois que ce genre de choses arrive. D'abord, on va de suite mettre les choses au point. Hein. Le point de vue des racistes nous intéresse pas du tout, on s'en fout complètement. Par contre, ce qui va peut-être nous intéresser plus, c'est le point de vue des puristes. Puisqu'en fait, la vraie question, c'est quand on a un matériau originel qui est celui des comics, est-ce qu'on peut faire des changements vraiment drastiques sur les personnages ? Alors bon, c'est vrai que dans le fond de cette histoire, avant même l'apparition du changement de l'ethnicité dans nos adaptations de films de super-héros, il y a cette chose un peu sous-jacente qui existe aux États-Unis depuis longtemps et qui n'existe pas en France, qui est en fait l'affirmative action, c'est-à-dire avoir un quota pour les personnes de minorité. Et en fin de compte, l'affirmative action, qui a été assez critiquée, a quand même eu des effets positifs, en particulier aux États-Unis. Donc du coup, dans cette mouvance, il y a des gens qui disent c'est vrai qu'on n'est pas assez représenté au niveau des personnages de fiction, il nous faudrait plus de héros de couleur. D'accord, mais entre avoir plus de héros de couleur qui soient des héros originaux et qui représentent effectivement, je dirais, ces ethnicités, ces minorités, et changer l'ethnicité d'un personnage, il y a quand même une différence, une nuance qui moi me dérange un peu. Oui, tout à fait. Alors déjà, on reviendra une autre fois sur le fond du débat, sur la création justement des personnages des diverses minorités dans les comics, parce qu'il y a un historique là-dessus qui est hyper intéressant, mais sur vraiment les adaptations. Alors déjà la première qu'on a eue qui était notable, c'était Nick Fury. Mais Nick Fury, c'est un petit peu un autre cas, puisque l'adaptation au cinéma de Nick Fury reprend simplement le Nick Fury d'Ultimates, qui était déjà non seulement black, mais qui ressemblait déjà à Samuel L. Jackson. Alors c'est vrai que le cas de Nick Fury, il est un peu central et à l'origine du débat, puisqu'en fait, Nick Fury, c'est la version Ultimate des Avengers. Mais en fait, à ce moment-là, on n'avait pas encore les studios Marvel, et il n'y avait pas beaucoup d'adaptations cinématographiques de personnages Marvel, et ces versions Ultimate avaient été créées justement pour faire en fait, un brouillon pour des versions de films. Et donc on avait demandé au dessinateur Brian Hitch de dessiner les personnages Ultimate ressemblant à des acteurs connus. Et dans ce cas-là, justement, avant même qu'il y ait eu quelques contrats signés, on avait choisi l'acteur qui finalement sera celui qui incarne Nick Fury au cinéma. Voilà, du coup, moi je trouve pas ça du tout gênant qu'ils aient choisi la version Ultimate et que ce soit Samuel L. Jackson qui le joue dans les Avengers, puisqu'on adapte autre chose, on adapte Ultimates. Le fait qu'ils aient choisi dans Ultimates de modifier son ethnicité, ça n'a rien de gênant non plus, puisqu'on redémarre complètement l'univers à zéro. On reste assez fidèle à la personnalité de base de Nick Fury. Hein. En fait, c'est là, moi, où le débat m'a un peu étonné. J'étais un peu étonné au moment en fait, du débat sur le changement de l'ethnicité, donc pour le coup de Johnny Storm. Parce qu'en fait, quand j'ai vu le changement de l'ethnicité de Nick Fury, ça m'avait pas choqué, et je m'étais même dit, tiens, c'est une bonne idée, parce qu'effectivement, Nick Fury, c'est un personnage qui est militaire, on peut imaginer que ce soit une personne de couleur. Mm-hmm. Mais alors là, Johnny Storm, qui à la base est un gosse de riche, quoi, je me disais, non, là, j'ai l'impression que le personnage est un peu trahi. C'est pas seulement un gosse de riche, c'est pire que ça, c'est que... C'est une tête de con. Oui, bon, ok, Johnny Storm, on l'aime pas spécialement, mais en fait, je crois que là, l'adaptation, elle montre bien l'optique du réalisateur sur l'ensemble du film. Il s'en tape complètement de tout ce qu'il y a eu avant. Ça sera peut-être un bon film, mais ça sera sûrement pas une bonne adaptation des 4 Fantastiques. Alors après, je lisais récemment différentes interviews du réalisateur. Le point, je pense qu'il faut sortir du débat, mais qui est un peu un fait, c'est que je pense qu'effectivement ce réalisateur a pas vraiment de respect pour le matériau d'origine. Mais ça, c'est la question plutôt au niveau de l'adaptation, de la fidélité. Je crois qu'il y a une autre question qui dépasse ça, c'est effectivement à quel moment est-ce qu'on s'arrête dans les changements d'ethnicité ou même de sexe d'un personnage, quoi. Oui. C'est-à-dire, moi j'essaye de comprendre pourquoi ça me dérange sur Johnny Storm et que ça m'a pas dérangé même sur Heimdall.
Parce que Heimdall, Heimdall, moi ça m'avait fait chier quand qui est un même. dieu nordique, c'est vrai, je me disais, bon, un dieu viking qui est de couleur noire, c'est quand même un peu, bon, Oui, c'est difficile vrai à que croire, dans l'histoire de Thor, puisque tu as raison de sortir ce lapin-là du chapeau, dans l'histoire de Thor, on avait un dieu, un Hogun. membre d'Asgard qui n'est pas effectivement un Asgardien. viking. Voilà, c'est Hogun. Mais on sait dans l'histoire originelle que c'est un gars qui en gros passait par là et qui a été adopté par le Panthéon. Ouais, effectivement, Hogun, dès le run de Kirby et de Stan Lee, c'est un personnage qui est pas originaire d'Asgard, mais d'un des royaumes, un des 9 royaumes qui sont en conjonction. Et en fait, dès le début, il est avec un design, avec des yeux bridés, une espèce de top mongol. Oui, tout à fait. Donc là, c'était normal que ce soit un personnage asiatique. En fait, Heimdall, ça m'a pas tellement choqué. Mais c'est vrai que là, sur Johnny Storm, ça me dérange, et je me dis, mais purée, où est-ce qu'ils vont s'arrêter? Et puis il y a eu un jour où tu as eu cette phrase, je trouvais qu'il résumait bien les choses. Quand je te l'ai appris, où tu étais un peu choqué, tu m'as dit, mais quand est-ce qu'ils vont s'arrêter? Ils vont nous faire un Black Panther asiatique? Et je me dis, ah ouais, voilà, c'est ça effectivement, c'est qu'il y a un moment donné, si on se touche à quelque chose qui en fait est un élément constitutif du personnage, et c'est dérangeant. Et il y a des personnages, comme tu le disais, par exemple Luke Cage, ou par exemple donc Black Panther, ça n'aurait aucun sens de faire que ces personnages soient blancs ou soient asiatiques. Ouais. Et de même, transformer certains personnages blancs de manière artificielle en noir ou en asiatique, il y a des fois où c'est pas dérangeant. On a eu l'exemple, par exemple, dans la série Flash, on a changé l'ethnicité d'Iris Allen, Qui n'a jamais été pas un personnage, choqué grand monde. Pareil, dans Ultimates, en fait, on avait changé l'ethnicité de la guêpe qui était asiatique. Tout le monde s'en est moqué. Oui, mais c'était dans le comics. Une fois de plus, c'était dans une version alternative. C'est vrai comics, que c'était une donc, version alternative. Mais là, oui, Johnny Storm, ça me dérange. Et puis, pour Spider-Man, bon, Miles Morales, pourquoi pas. Mais si demain on nous disait, Peter Parker noir, alors là, non, moi je n'y arrive pas. Le Peter Parker que j'ai lu, il vient pas d'un ghetto des États-Unis, quoi. Il est pauvre, il vit effectivement dans une petite, il est dans New Jersey au départ, mais je suis désolé, il est pas noir. Je crois que la raison pour laquelle ça te dérange autant sur Johnny Storm, c'est que justement, comme tu dis, c'est un élément constitutif. Autant, justement, Luke Cage, il a grandi dans le ghetto, il a subi d'ailleurs des injustices judiciaires dans son passé, et il a réussi à s'en sortir et à affirmer son identité et ses origines. Black Panther, que tu cites, justement, a été un des premiers vrais super-héros black importants, hein, puisqu'il sort quand même en 63, on y reviendra peut-être une autre fois, c'est un personnage très intéressant. Et justement, un peu plus ancien, mais c'est pas un détail. Il débarque a priori en 66. 66. Voilà. 66. Et justement, les 4 Fantastiques, c'est la petite famille américaine blanche parfaite de l'époque où ils sortent. C'est complètement ancré dans leur ADN. Et justement, ils ont prouvé par contre, Stanley et Kirby à l'époque, qu'ils pouvaient introduire des éléments de minorité avec l'arrivée de Black Panther, qui n'est pas juste, en plus, lui pour le coup, c'est pas du tout un black du ghetto, c'est un personnage moi, hyper intéressant. Ce qui est génial dans le personnage de Black Panther, tel qu'il est présenté, donc effectivement dès 66 aux États-Unis, donc on est encore dans la période où les Noirs doivent pas se mettre au même endroit dans le bus. Hein. Tout à fait, il y a l'apartheid. C'est qu'en fait, quand les 4 Fantastiques découvrent le pays du Wakanda, qui en fait jusqu'ici était un pays un peu secret, ils se rendent compte qu'en fait ils ont une technologie supérieure à celle des États-Unis. Là c'est super, c'est de dire en fait les Noirs ils sont encore meilleurs que nous. Bon, en tout cas il y en a qui le sont et je trouvais que ça c'était assez génial pour l'époque. Bien sûr, et puis il s'appelle Black Panther qui était quand même le mouvement revendicatif. Ouais, aussi, alors ce qu'il y a c'est qu'en fait le personnage a été créé avant que le mouvement des Black Panthers apparaisse. Et en fait ce qu'on ne sait pas, c'est si les Black Panthers se sont inspirés du personnage pour donner le nom à leur mouvement, ou si c'est en fait deux noms qui sont apparus en parallèle. C'est quelque chose qui n'est pas vraiment explicité dans l'histoire. Par contre, c'est vrai qu'ensuite ça a posé un problème un peu rigolo, c'est que du coup, normalement, Marvel avait prévu de sortir une série Black Panther, mais comme il y avait des Black Panthers qui faisaient des attentats terroristes aux États-Unis, c'était là, et c'est pour ça qu'ils ont sorti Luke Cage. Et du coup, est-ce que tu penses que ça va affecter la série de DC sur Isis ou
puisqu'on parle de terroristes. Ok, autre sujet. Mais voilà, je crois vraiment que ce qu'il y a d'important, c'est on peut faire un peu les modifs qu'on veut tant qu'elles ne sont pas, tant qu'on touche pas des choses qui sont essentiel au personnage. Vraiment au cœur du personnage. C'est pareil, Iron Fist, justement, c'est un blanc qui apprend les arts martiaux, qui se retrouve dans Kunlun, etc. On pourrait le mettre asiate, mais ça serait dommage. Et par contre, pour le coup, Shang-Chi, qui est Master of Kung Fu, ça serait qui est inspiré de absurde. Bruce Lee. Bien sûr, ça serait absurde qu'il soit en blanc, qui est le fils de Fu Manchu en plus originellement, en plus, c'est vrai. en blanc ou en black, ça n'aurait aucun sens parce que c'est des éléments qui sont importants chez eux. Alors qu'effectivement, Iris Allen, ça change pas grand-chose. Alors, moi sur ce sujet, je trouve que récemment, il y a une personne qui a été pas mal critiquée sur son intervention parce qu'elle parlait un peu des beautés, mais je trouve qu'au fond, elle avait pas tellement tort. C'est Michel Rodriguez qui en fait était interviewé et puis on lui disait, vous savez qu'il y a des gens qui pensent que ce serait vous la prochaine candidate pour être Green Lantern. Alors vous vous rendez compte, ce serait bien parce que vous seriez non seulement une Green Lantern représentante de la minorité des hispaniques, mais en plus vous êtes une femme, donc ça ferait une nouvelle. Mais pour être Green Lantern, le Green Lantern, pas juste un membre du Green Lantern. Le prochain Green Lantern. D'accord. Et là en fait, elle a réagi avec candeur en disant mais attendez, on va pas aller voler leurs héros aux blancs. Si on veut créer des super héros pour les minorités, bah il faut que les boîtes qui fabriquent ces personnages, elles se mettent un petit peu au travail et qu'elles décident de fabriquer des personnages d'une ethnicité particulière. Mais il y en a en plus. En prendre d'autres. Et là, je pense que récemment, la démarche qui était plus positive, ça a été la création de la nouvelle Miss Marvel, qui en fait reprend le titre de Miss Marvel, mais qui a une origine complètement différente, et qui en fait est une jeune pakistanaise islamique. Et du coup, là c'est pas mal, parce que c'est un personnage qui est créé dès le départ avec ses différences, et en fait, ces différences, elles ont un impact dans son histoire. Bon, alors évidemment, ça a été un peu critiqué par des gens qui n'aiment pas quand on approche ces sujets-là, mais je trouve que c'est plus la démarche positive. Vaut mieux créer un nouveau personnage qui soit effectivement représentatif d'une culture, que de faire des transferts comme ça qui... Oui, et puis on peut aussi mettre en avant un personnage justement sur une adaptation, un personnage qui est plus ou moins mineur. Michelle Rodriguez, elle ferait une incarnation parfaite pour la nouvelle White Tiger, par exemple, qui justement est d'origine hispanique, qu'on voit assez peu, qui est un peu en retrait dans les séries, mais enfin qui est quand même dans les nouveaux Mighty Avengers, et qui pour moi est un personnage assez intéressant, qui découle aussi de son cousin Hector Ayala, qui était le White Tiger originel, une fois de plus représentant les minorités hispaniques, et qui était un personnage, une fois de plus, très intéressant. Bon, après, ce qui est vrai, c'est que à chaque fois quand les compagnies ont voulu sortir des séries sur des minorités, qu'elles soient ethniques ou même sur des personnages féminins, presque systématiquement c'est des échecs commerciaux. Alors c'est vrai que c'est difficile de faire émerger un nouveau personnage en plus issu d'une minorité. Ouais. Ça, on y reviendra certainement dans un prochain Minority Report. Et juste pour conclure, effectivement, donc cette rumeur selon laquelle, c'est plus qu'une rumeur en fait, sur Miles Morales, puisque l'actuel acteur, le dernier acteur en date de la franchise Spider-Man a dit ah tiens, et si le prochain justement n'était plus sur Peter Parker, était sur Miles Morales. C'est un peu ça qui a lancé le... Alors ça, je pense qu'au départ, cette histoire... c'est une simple rumeur de désirata de fans. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a un tel buzz autour de ça que je pense que maintenant, effectivement, les studios ils se posent vraiment sérieusement la question de est-ce qu'ils auraient pas intérêt à introduire ce personnage pour créer une diversité, étant donné que là, comme on a déjà du coup la 3e incarnation de Spider-Man, c'est vrai que si on nous refait encore les origines de Peter Parker, ça peut être un peu lassant, quoi. Donc du coup, oui, c'est vrai qu'ils se posent vraiment sérieusement la question de est-ce que ça va pas être Miles Morales. Cela dit, j'y crois pas. C'est-à-dire, je pense qu'à l'arrivée, quand ils vont vouloir faire un film qui ramène $1 milliard à la maison, ce qu'ils vont vouloir, c'est que papa et maman, ou papy, quand il va emmener les petits-enfants au cinéma, ils aillent voir le Spider-Man qu'ils connaissent, quoi. Ouais. Donc il y a toutes les chances qu'en fait, le prochain Spider-Man, je pense que ce sera Peter Parker. Mais par contre, je pense que le personnage de Miles Morales sera introduit comme une sorte de sidekick, et que peut-être ensuite il aura son film indépendant dans l'univers étendu de Spider-Man. Ça ferait un gros mélange, mais bon, ça serait pas absolument stupide. Personnellement, ça me gênerait pas du tout. Je trouve même ça très intéressant qu'il y ait un film sur Miles Morales, mais en sachant...
Voilà, en sachant que c'est pour moi un parallèle. Parce que mine de rien, Peter Parker, l'argument il est tout simple, c'est qu'il y a quoi, 50, 60 ans d'existence. C'est un personnage qui est vraiment ancré. C'est 1961, on est en 2015, je sais pas très bien compter, mais ça fait beaucoup d'années, ça fait plus de 50 ans. Ça fait plus de 50 ans. Ça fait 54 ans. Donc, c'est quand même une base de notre culture. Spider-Man, c'est Peter Parker. En plus, il y a eu assez, on l'a déjà dit et on le redira peut-être encore un jour si on rentre là-dedans en détail, il y a eu assez de massacres faits déjà sur Spider-Man, il y a eu plusieurs reboots sur ses origines, sur ses relations avec Mary Jane. Dans les comics déjà, ils y ont déjà trop touché, mais il n'empêche que pour nous, ça reste le Spider-Man. Il y en a un seul, c'est lui. Et le reste, tout ce qui peut se passer est secondaire. On se rend compte que dans les adaptations cinématographiques au cinéma, on a tendance à toujours vouloir revenir sur une version iconique du personnage. On va prendre un exemple qui est assez simple, c'est celui de Green Lantern. C'est que Green Lantern, en fait, quand je dis qu'il y en a eu des dizaines de Green Lantern, j'exagère un peu, il y en a eu 5, 6 qui ont eu le titre, vraiment, même 7 maintenant. Mais en fait, à chaque fois qu'il s'agit d'aller faire un film, non, on se dit, on va faire Al Jordan. Et pareil pour Flash. Flash, il y a eu 4 Flash. Mais en fait, c'est toujours Barry Allen qu'on va vouloir faire, parce que c'est celui qui est le plus connu. Il paraît qu'il y aura peut-être Wally West dans la saison 2 de Flash, mais pour l'instant, en fait, c'est pas une simple rumeur, puisqu'en fait, c'est le producteur de la série qui a dit, maintenant qu'on sait qu'on va être renouvelé pour la prochaine saison, il faut qu'on introduise des nouveaux concepts, et probablement, on va y avoir Wally West. Ça peut être intéressant. Donc voilà, pour conclure, un dernier mot sur ce Minority Report. Les minorités dans les comics et au cinéma, oui, mais le changement de l'ethnicité d'un personnage, plutôt non. D'ailleurs, une dernière chose, c'est que quelque part c'est dévalorisant aussi pour justement la représentation de ces communautés. Parce que c'est un peu aplanir en disant, tout le monde est pareil. Tout à fait. Moi, au fond, finalement, après qu'on a discuté sur le sujet depuis plusieurs semaines, en particulier aussi sur les forums, sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup buzzé. En fin de compte, ce qui me dérange énormément dans ce interchangeabilité des ethnicités des personnages, ce serait en fait subrepticement dire en fait, l'ethnicité d'un personnage n'a aucun impact sur son destin, en particulier aux États-Unis. Donc c'est dire il n'y a pas de problème. Je crois que c'est hypocrite de présenter les choses comme ça. Oui, et puis de toute façon, si on aplanit le truc, c'est toujours dans la direction des Blancs. C'est-à-dire on dit pas « nous sommes tous pareils », ce qui serait dans le fond un bon message. En changeant l'ethnicité des personnages, on les blanchit. C'est ça. Donc c'est dire, ils sont tous pareils. Artificiellement blanchis à la machine. Donc en fait, c'est quelque part plus une forme de racisme, je trouve, que... Je crois aussi, ouais. Donc, D'ailleurs, une chose qui m'a frappé là récemment, peut-être c'est une digression, c'est que lors du post-convergence chez DC, il y a des nouvelles séries sur des personnages féminins, il y a des nouvelles séries sur des personnages de couleur, en particulier Cyborg, qui est un personnage noir, qui est le seul noir qui a une certaine ancienneté chez DC, et qui existe effectivement depuis plus de 30 ans. On a décidé que ce serait un scénariste noir et puis une scénariste femme qui ferait le personnage femme et le personnage noir. Donc, il y a un côté ghettoisation de la création. C'est-à-dire, on ne peut parler d'un sujet que en fait si on a l'étiquette du bon ghetto. Écoute, je crois qu'on n'est pas dans le bon ghetto, donc on va arrêter de parler de tout ça. Tu vas parler uniquement des barbus, je vais parler uniquement des chauves et puis c'est réglé quoi. Ah, ouais, d'accord. Donc il va falloir parler de ces minorités plus tard. Est-ce que les barbus sont suffisamment représentés dans les comics ? Est-ce que les gens, d'ailleurs on va pas dire chauves parce que c'est dévalorisant, les gens à pilosité réduite... et les gens à pilosité excessive, c'est ça. Fin de ce Minority Report, merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un sujet encore plus controversé. Les femmes ? Les femmes. Pauvre Peter Parker, son histoire on la connaît par cœur. Gwendoline, Mary Jane, qui donc sera la prochaine? Prends garde, le nouveau reboot est là. C'est Marvel qui a repris les droits de l'araignée à Sony. Oui mais Sony peut faire un film sur les Avengers. Prends garde, le marketing fait loi. Oui mais les mutants, y'en aura pas dedans, parce que c'est la Fox qui a les droits sur les potes à Madrox. Comme Peter Parker, la
sorcière rouge et Quicksilver, Miraculous et frères et sœurs sont dans tous les blockbusters. Prends garde au grand n'importe quoi, le marketing fait loi, nouveau reboot est là.